Salut tout le monde et bienvenue à un autre épisode de la version longue, le podcast de la TVSO. Cette semaine, je reçois Rémi Pelletier qui travaille pour la CDC au Saint-Laurent. CDC, ça veut dire la Corporation de développement du communautaire. Alors évidemment, on va parler d'organismes communautaires, mais plus précisément de la post-COVID, comment ça les a affectés, comment les gens ont dû se retourner de bord, se réinventer, comme on dit. Et on passe à travers différents projets sur lesquels aussi ils travaillent. On essaie d'être positif quand même. Il y a du positif dans tout ça, dans l'entraide qui est sortie de la post-COVID, l'entraide entre les gens, entre les organismes. Alors, ça a été une super belle rencontre et je vous souhaite une belle émission. Alors, Rémi Pelletier, merci d'être là à mon émission. Ça fait un petit bout qu'on s'est vu. On s'était vu pour Capital Humain, en fait, à mon ancienne émission, que je faisais le tour des organismes. Et là, écoute, je le dis dans tous mes podcasts, là, mais tu sais, le but du podcast au début, c'était que ce soit intemporel. Mais là, avec ce qui se passe, la pandémie et tout ça, on n'a comme pas le choix d'en parler parce que ça doit affecter énormément les organismes. J'imagine, dans votre coin, ça s'est passé un peu comment? C'est sûr que là, tu chapeautes beaucoup, tu sais, tu chapeautes, tu as beaucoup de membres, là, fait que c'est dur de peut-être te dire un truc précis, là, mais comment ça s'est passé un peu pour... c'est sûr que pour la CDC comme telle, là, ça a été un moment quand même charnière où on doit jouer un rôle de leadership plus que jamais, puis les groupes ont besoin de forts, si on veut, là, de repères aussi pour de leaders. Fait que nous, on a essayé de jouer ce rôle-là le plus possible, rassembler le plus d'informations possible au même endroit pour simplifier la vie de tout le monde, parce que vous l'avez vécu tout le monde, un bombardé de programmes, puis de subventions. C'est ça, les organismes, à un moment donné, il faut qu'ils s'y retrouvent. Nous, on a vraiment joué un rôle, c'est de centraliser l'information, vulgariser l'information pour leur réalité à eux. Puis on savoir quelle subvention marche pour qui, puis c'est quoi, parce qu'il y avait beaucoup de sous-clauses, de patentes, de prêts, c'est un prêt, c'est un... Puis des fois, les organismes ont l'impression que ça les concerne pas tout le temps. Là, il y avait souvent, ils parlaient d'entreprise, tout ça, mais ils se reconnaissent pas toujours dans ce jargon-là. Fait que c'est de dire, oui, vous pouvez avoir le droit, vous aussi, puis de sensibiliser. On a joué beaucoup ce rôle-là, mais on a aussi joué beaucoup le rôle avec les partenaires. Les CDC, on travaille pour nos membres, mais on travaille aussi en partenariat avec tous les partenaires de la communauté. Puis on est impliqué à Action Saint-Laurent, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler, c'est une concertation en développement social. Ça s'est né en 2004 quand toutes les usines de textiles ont fermé là, à Huntington. Là, il y a eu une grande crise à ce moment-là. Ça s'est élevé comme une cellule de crise à ce moment-là pour supporter les familles et la communauté dans cette épreuve-là. Puis depuis ce temps-là, ça continuait de se rencontrer pour parler de développement social puis améliorer le contexte là, en là. Fait que là, dans cette crise-ci, on a comme réactivé son rôle de cellule de crise. Là, fait qu'on a rassemblé les partenaires autour de... Depuis le début mars, dans le fond, là, même peut-être plus au début avril, on se rassemble à toutes les semaines ou aux 2 semaines là, pour, avec les partenaires, voir est-ce qu'il y a des nouvelles choses qui se passent, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut se mobiliser. Comme là, dernièrement, là, c'était l'efficacité des dépistages. Là, qu'est-ce que ça a comme impact pour la fragilité du personnel, on parle de pénurie de main-d'œuvre, on sait qu'il y en a une, là, mais dans les organismes communautaires, on n'est pas à l'abri. Puis là, c'est ça, c'est le dernier sujet. Là, dans cette cellule de crise-là, on dit comment on fait pour accélérer le dépistage. Mais cette cellule-là, est-tu vraiment axée sur l'organisme ou c'est communauté un peu large? Là, c'est vraiment plus large. Autour de la table, il y a les gens de l'éducation, on a invité la santé, les sécurités publiques, on a invité les municipales. Donc, on est une douzaine d'acteurs réguliers. La culture est là. Fait que c'est vraiment pas, c'est pas spécifiquement communautaire. C'est vraiment plus de dire, on s'assoit ensemble puis on essaie de régler les problèmes ensemble puis s'entraider. Peu importe. C'était la Sûreté du Québec qui nous disait... On a des enjeux autour de l'école Arthur Pigeon. On s'est mobilisé. La Maison des jeunes a pris action. Puis comment est-ce qu'on peut aider les jeunes puis à sensibiliser ces jeunes-là. Puis le port du masque à la rentrée scolaire. Comment on s'entraide pour sensibiliser les jeunes sur la façon de faire. Mais ça, c'est le fun. Je trouve ça le fun. Puis c'est des trucs des fois que
qu'on n'entend pas tant parler, tu sais, que justement, ben là, il y a plein de paliers, plein de gens qui normalement devraient pas être nécessairement en contact, là, dans le sens où la police, mais tu sais, mais de dire, OK, tous ces gens-là, se réunissaient et essayer de faire, OK, là, il se passe ça, comment. Puis je trouve ça le fun. Ça fait comme du bien des fois, on va se raccrocher à des petits trucs positifs. Oui. Mais c'est clair que ça a créé des solidarités là, dans les derniers mois. Il existait cette solidarité-là, mais elle était plus latente. On se voyait une fois par 3-4 mois, mais là, à toutes les semaines, à toutes les 2 semaines, ça intensifie cette collaboration-là. Fait que ça crée des opportunités aussi là, intéressantes. Ouais. Et puis, fait que c'est ça, tu sais, les CDC, c'est ça, c'est beaucoup l'espèce de. Tu sais, dans le fond, vous êtes là pour vos membres. Dans le fond, vous êtes comme un support, là, dans le sens que. Mais j'imagine que vous êtes aussi un facilitateur pour eux puissent se parler d'une certaine façon. Ben, tout à fait. On facilite le réseautage entre eux, mais le CDC a aussi un mandat de développement puis de partenariat avec la communauté. Fait que oui, on sert nos membres, mais on a aussi le regard porté sur l'extérieur aussi. Okay. Puis dans ce sens-là, ben, la CDC, nous, on était président d'Action Saint-Laurent, dans le fond, là, cette concertation en développement social. Donc, c'est nous qui avons comme mis l'étincelle. OK, ben, cette cellule de crise-là, il faut qu'elle se rassemble. Il faut qu'on fasse ça. Fait que, on a invité la Sûreté du Québec, les commissions scolaires, la MRC, à s'asseoir, tout le monde, les 2 députés fédéral, provincial, tout le monde s'assoit ensemble pour essayer de trouver des solutions. Donc, effectivement, on a un mandat, on vit par nos membres parce que c'est eux qui nous font, qui sont notre base, c'est nos membres, c'est eux qui élisent notre conseil d'administration, puis c'est eux nos patrons, si on veut, mes patrons. Mais on a un mandat qui dépasse notre membership. Okay, je comprends. Mais là, tu disais la cellule de crise, le dernier truc, c'est plus le dépistage, là, c'est quoi? Mais c'est pour dans les entreprises, organismes, machin, dans le fond? Pas seulement, entre autres, là, parce que c'est sûr mettons, on regarde Répit les effets, je ne sais pas si vous connaissez, qui font du répit pour les familles qui ont des enfants handicapés, mais pas seulement les enfants mineurs, ça peut être des enfants majeurs, mais qui ont un handicap et qui ne peuvent pas toujours partir. Fait que ça leur prend des fois du répit, gardiennage pour avoir un souffle, là, ça devient, des fois, c'est des défis importants. Donc, eux, ils ont du personnel pour aller dans les familles, pour offrir ce répit-là, mais des fois, là, il y en a un qui est en dépistage, ben, ça t'attend 2 semaines avant d'avoir ton résultat. J'exagère, là, des fois, ça va jusqu'à 5-6 jours, 10 jours, des fois, mais ça fragilise l'équipe de travail qui était déjà en pénurie de main-d'œuvre. Donc, ça complexifie. Même chose, mettons, chez Résidentiel, qui accueille les femmes en contexte de violence conjugale, mais là, tu as des femmes dans la maison, ça prend du personnel pour soutenir ces femmes-là et être présent. Puis là, ben, s'il y en a une qui est en dépistage pendant 5-6 jours, alors que tu as déjà de la misère à avoir de la relève, ça fragilise vraiment gravement. Puis on n'était pas sur la même liste priorisée de dépistage. Là. Fait qu'il y a un enjeu d'efficacité pour ces services-là. Là, c'était comme un des derniers dossiers qu'on discutait là, dans cette cellule de crise. J'avoue, parce que, tu sais, c'est ça, souvent le communautaire, on s'est mis de côté un peu, mais c'est un service plus qu'essentiel. Surtout, puis, tu vois, même moi, parce que là, c'est tellement large, il y a tellement d'affaires pendant la pandémie, mais quand je fais, c'est vrai, les centres de répit ou les centres pour les femmes victimes de violence, tout ça, c'est parce qu'ils se retrouvent plein de monde dans une maison ou dans un lieu où il faut aller chez les gens, puis j'avoue que j'avais pas pensé à ça, mais là, c'est comme comment tu gères tout ça. Je pense à Bouffe Additionnelle. Eux, ils ont été sursollicités pendant la pandémie, des dépannages alimentaires, mais là, il y a de l'épuisement qui est accumulé, dans le fond. Puis là, on n'est qu'au début, parce que quand les PCU vont arrêter, puis quand les impôts vont embarquer, il faut qu'ils réclament les impôts à ce monde-là, mais il risque d'avoir pas mal de monde qui va se retrouver plus mal pris qu'il l'était même au début de la pandémie, dans le fond. Fait que, il faut se prendre soin de notre monde, parce qu'à quelque part, là, il y a un... C'est beaucoup de services qui sont... Des fois, on voit mal l'impact, là, parce que c'est moins des grosses organisations avec des grosses firmes de com puis de promotion pour faire vendre toutes les retombées de leur travail. Là. Souvent, ça se fait plus... en dessous de la couverte, là, avec les moyens du bord, puis on change le monde avec pas beaucoup de budget, mais ça fait une grosse différence, puis c'est super important pour beaucoup de clientèle. Là. Mais tu as mentionné pénurie de main-d'œuvre, on pourrait peut-être embarquer là-dedans. Ça ressemble quoi les enjeux? Parce qu'on entend beaucoup parler là, dans les médias, là, mais ça vient beaucoup à cause de
des grosses corporations qui ont de la misère, ou McDo qui a de la misère à retenir des gens au salaire minimum, mais comment ça s'impacte? Puis c'est quoi la réalité plus dans votre coin? Là? Vous, c'est le Haut-Saint-Laurent, là. Fait que autour d'Huntingdon, Homestown, vous allez à Valleyfield. C'est quoi à peu près les limites? Valleyfield. Vous n'avez pas Valleyfield? Non, c'est vraiment le Haut-Saint-Laurent, c'est de Sainte-Barbe à Saint-Chrysostome, en passant par Dundee, Huntington, Ormstown, Hawick. Fait que c'est beaucoup de petites municipalités, puis c'est étendu là, sur des En même temps, nos membres à la CDC, il y en a qui leurs sièges sociaux sont à Valleyfield, par exemple, parce qu'ils couvrent le territoire. C'est ça. C'est sûr que dans le fond, si on garde nos membres, effectivement, on est un peu à Valleyfield dans un certain sens. Là. Ça se limite pas, mais quand même, dans le Haut-Saint-Laurent, on le vit aussi. J'étais en discussion hier, justement, pour un projet de collaboration avec dans le CEDEC, Corporation d'employabilité et de développement économique communautaire, qui rassemblait plusieurs acteurs. Puis il y avait des gens de Maison Recette qui étaient là puis qui exprimaient qu'il y avait un problème. Il y avait des difficultés de recrutement, même si c'est une grosse entreprise dans la région, mais même si c'est pas une grande corporation, comme tu le nommais. Non, mais c'est ça en niaisant, mais tu sais... Oui, tout à fait. Mais oui, c'est vraiment existant. Puis dans nos membres aussi, quand il est question de recruter des éducatrices spécialisées ou même à la friperie, là, ils ont des postes à afficher des fois, puis ils ont du mal à recruter. Pour vrai, la pénurie de main-d'œuvre, certains diront des fois c'est une rareté de main-d'œuvre. Bon, le seuil est comme pas toujours clair, là, mais elle est ressentie par le milieu communautaire aussi, là, même si on n'engage pas 300 personnes chaque. L'idée, c'est de dire que quand on affiche un poste, on a de la misère à trouver la bonne personne pour ce poste-là. Puis ça fait beaucoup de pression, justement, sur les masses salariales. Il faut qu'on compétitionne, il faut remettre beaucoup d'énergie dans nos ressources humaines, alors que, encore une fois, les ressources, les budgets sont limités. Là. On le vit encore plus durement, je pense, aussi durement, à tout le moins, dans les petites organisations communautaires que dans les grandes corporations, parce que justement, on n'a pas les ressources pour compenser ce qui amène cette pénurie-là. C'est pas simple. Là. Il y a un grand roulement de personnel, c'est pas simple. Ouais. Parce que j'avoue que je lis un peu là-dessus, mais pas énorme. Puis des fois, je suis comme un peu pas dépassé, mais je suis comme, voyons, comment ça qui manque de monde. On dirait que je comprends pas ce qui se passe en fait réellement sur le terrain avec tout ça. Ouais. Ben, il y a différentes choses. Déjà, c'est sûr qu'il y a un enjeu d'offres salariales, d'offres compétitives dans le réseau. À quel point on est capable d'être compétitif avec les autres marchés? Parce que le fait qu'il y ait beaucoup de départs à la retraite des boomers, ça a vidé beaucoup d'emplois, ce qui fait en sorte que là, toutes les organisations commencent à offrir des choses de plus en plus alléchantes là, pour attirer. Fait que ça vient vider nos bassins aussi là, de travailleurs aussi. Dans le fond, c'est ça. Je pense que tout le monde est avec ce même problème-là de pénurie de main-d'œuvre. Moi, je pense que c'est vraiment juste une question de pyramide populationnelle, démographique. Les personnes sont plus vieilles, puis il y a un peu de ça. Moi, je pense. Ça doit être principalement ça, en fait. Oui, c'est sûr. C'est clairement ça, j'ai l'impression. Puis après ça, c'est la guerre de qui peut offrir le petit plus, parce que là, les gens ont soudainement du choix. Je peux aller là pour quelques dollars de plus ou tel avantage de plus. Tu sais. Puis une autre chose qui est vécue, c'est qu'il y a un changement aussi dans la culture générationnelle du travail, la relation au travail. Là, quand on va dans l'information en ressources humaines, là, ils parlent souvent des générations X puis Y, tout ça, là, comme quoi les travailleurs plus jeunes, ils tiennent moins à faire toute leur carrière en même place. Ils ont plus intérêt à être mobiles et à essayer différentes choses. Fait que ça vient instabiliser le marché du travail. Fait que le roulement est coûteux, dans le fond, aussi. Oui, c'est clairement. Tout le temps reformer quelqu'un, de repartir la machine. Écoute, on va revenir un peu dans des dossiers. Je pense qu'on va embarquer sur mère-enfant. Moi, je suis pas tant de ce coin-là. Puis ça, c'est à Valleyfield, hein, c'est ça? Oui, centre mère-enfant à Valleyfield. Fait que, moi, Valleyfield, je connais moins. Déjà, on ne couvre pas, nous, Valleyfield, mais là, soudainement, on dirait que c'est tout ce que j'entends parler sur Facebook. Tant mieux, c'est bon signe. C'est ça. Fait que peut-être expliquer un peu la situation. Qu'est-ce qui se passe là? Ça date de 2018, cette annonce-là. Fait que ça fait quand même un moment. Puis même ça a été fait vraiment
bon, le CISMO, Centre intégré en santé et services sociaux, là, c'est pas tout le monde qui connaît l'acronyme, là, mais le système de santé de la région ont annoncé qu'il y a un projet clinique où ils annonçaient le nouvel hôpital à Vaudreuil-Soulanges, à Vaudreuil. Puis en soi, nous, tout le monde est super content pour Vaudreuil qu'il y ait un nouvel hôpital. C'est une superbe nouvelle pour la région. Parce qu'il y a une grosse population. Tout à fait. Écoute, il manquait une offre là-bas, c'est clair. Là. C'est ça. Nous, on commence toujours en disant ça. On veut vraiment pas rien enlever à Vaudreuil. C'est vraiment super qu'ils aient ça. Par contre, dans le projet clinique, ce qu'ils ont annoncé, puis ce qui était moins tape à l'œil, puis ils n'ont pas vraiment fait de grands coups d'éclat avec ça, c'est qu'ils fermaient plusieurs services à l'hôpital de Valleyfield, dont la naissance, la pédiatrie, puis l'ophtalmologie, l'autologie, les dépistages du cancer du sein, il y en a plusieurs. Là. Nous, ce qui nous a alerté le plus, là, c'était les groupes familles là, qui ont vu ça, là, le centre de naissance qui s'en allait, puis la pédiatrie, sachant que les pourcentages de bébés à petit poids, le pourcentage de négligence, de contexte de négligence pour les familles, c'était parmi les plus élevés. Le taux de signalement à la DPJ, c'est tout parmi les plus élevés à Valleyfield, puis dans le Haut-Saint-Laurent. C'est vraiment là, on est les champions au Québec, tristement, là-dessus. Fait qu'il y a une importance de maintenir des services de proximité à Valleyfield. Puis là, ben, c'est sûr que ça impacte le Haut-Saint-Laurent. Moi, c'est ce que je disais, je ne suis pas à Valleyfield, mais ça impacte le Haut-Saint-Laurent parce que toute notre population va là. Puis, ben, en fait, pour les accouchements, on va être honnête, c'est 50-50. Il y en a beaucoup qui vont à Châteauguay aussi. Là. Mais reste que 50 de la population, ils vont là. Puis c'est significatif. Là. Tout l'ouest de la Montérégie, Huntington, Sainte-Barbe, Dundee, Elgin, c'est tous des gens qui vont à Valleyfield. Là, maintenant, il va falloir qu'ils traversent 2 ponts. Il va falloir qu'ils traversent le pont pour aller à Valleyfield, puis traverser un autre pont pour aller à Vaudreuil. C'est terrible quand on y pense. Puis c'est d'autant plus terrible quand on sait qu'il y en avait des accouchements à Huntington une époque, puis à Armstown, puis graduellement, ils les ont enlevés. C'est ça, je ne savais même pas qu'il n'y en avait plus à Armstown. C'est ça, il n'y a plus d'accouchement à Armstown. Puis ce qui est terrible, c'est ça, c'est toute la délocalisation de tous ces services-là, puis la proximité. Quand on sait que c'est la communauté de Valleyfield, puis du Bois-Salaberry, puis du Haut-Saint-Laurent travaille très fort pour revitaliser, ramener des familles, développer faire le développement. Fait que on travaille avec la communauté à développer, puis de l'autre bord, on se fait enlever des services. On trouve ça vraiment, vraiment insultant. Puis c'est là que ça indigne tout le monde. C'est pour ça qu'on se mobilise pour essayer de renverser cette décision-là. Il est encore minuit moins une, s'il n'est pas minuit 5. Là. Mais l'idée, à cause de l'hôpital qui s'en vient, l'idée, c'est de mettre suffisamment de pression sur le politique pour qu'il revire de bord. Là, parce que c'est inacceptable. Mais tu sais, je trouve ça... En tout cas, on dirait que ça me rentre pas dans la tête, parce que tu peux te dire, puis là, je réfléchis rapidement, mais tu sais, des trucs comme audiologie ou des affaires qui sont pas dans un besoin de santé grave, puis la naissance, c'est parce que là, tu vas accoucher, tu as besoin de quelque chose de proche et de sécuritaire. Puis je me dis, ben, si tu délocalises au pire des affaires qui sont pas dans des trucs, pour vraiment des problèmes de santé graves, des raisons. Puis là, ça, c'est plus loin. Je me dis, bon, c'est plate, mais naissance ou même de détection du cancer du sein, des affaires qui sont vraiment plus graves pour la vie ou la mort, c'est comme, ah non, mais il faut que tu ailles à l'autre bout du monde. Comme, oh, OK. Puis tout ce qui implique aussi des suivis, puis une temporalité. Je veux dire, la pédiatrie, là, quand ton enfant est hospitalisé, là, tu veux qu'il soit proche de chez vous. Là, tu veux pas qu'il soit à Vaudreuil, à 45 minutes, 1 heure de route. C'est majeur. Puis l'autre chose, c'est quand tu accouches, il y a un enjeu de temporalité. Là, quand tu as un rendez-vous en l'ophtalmologie des ménages aussi, bon, quand tu as un rendez-vous en chirurgie, c'est une chose, là, mais quand tu es en train d'accoucher, ça peut plus prendre rendez-vous. Là, planifier ton déplacement. À la limite, faire du covoiturage. Tu n'as pas de voiture, tu t'arranges avec ton entourage. C'est pas tout le monde qui a un entourage, puis c'est pas tout le monde qui a la capacité de s'organiser de cette façon-là. Mais moi, je pense qu'il y a des choses qui sont inacceptables là-dedans, parce qu'effectivement, il y a un deadline. Il faut que tu te rendes. C'est ça. Puis là, on s'entend, la naissance, c'est
c'est un moment, mais je veux dire, c'est fragile, c'est un moment important. Ouais. Le CISMO nous répond souvent en disant mais c'est juste 24-48 heures l'accouchement. C'est ça qu'ils nous répondent. Je dis ouais, mais c'est tellement un moment significatif dans ta vie que tu veux profiter de ce moment-là pour développer un lien de confiance avec ton institution de proximité. Moi, je trouve, pour beaucoup, l'hôpital, c'est effrayant. L'hôpital, c'était pas un lieu positif pour eux, puis le système de santé, c'est pas positif pour eux. Mais s'ils accouchent près de chez eux, ce moment-là est tellement positif dans la majorité des cas. Il y a des cas où c'est moins positif, on s'entend. Mais dans la majorité des cas, c'est tellement positif que c'est une porte d'entrée pour développer une relation avec des services de proximité, développer une relation avec les services de santé institutionnels. Fait que ça, c'est. On trouve ça bien, bien triste là, qu'ils aient même pensé à ça. Oui, mais mais est-ce que ça vient de plus haut, dans le sens que là, je ne suis pas tout au courant de la réforme Barrette là, qui essaie de tout centraliser. Puis on dirait que ça a changé les paliers de. C'est ça, là, on dirait que je comprends plus rien. Là. Je comprenais pas, mais là, on dirait qu'avec tous les 6 mots, 6 3S, puis en tout cas, là, je suis comme. Bien, c'est sûr que c'est clairement relié avec les fusions. La réforme Barrette qui a fusionné les 3 C3S, là, les 4 C3S, en tout cas dans un gros. C'est ça. Puis ça a fait en sorte que, ben là, on est dans une perspective d'optimisation des ressources régionales. Puis là, ben eux, dans leur analyse, c'est que ben là, on va avoir plus de services là, parce que au final, on a plus de lits et on va faire plus d'accouchements dans la région. Fait qu'on va garder. Il y avait des cas qui actuellement vont à Sainte-Justine parce que mettons, Valleyfield n'est pas équipé en ce moment. Là, ils vont dire on va avoir tellement un gros centre que on aura besoin d'envoyer à Sainte-Justine. C'est leur argument. Je dis, OK, peut-être là, que si tu regardes ça dans la grosse. Dans ta tour d'ivoire, puis dans tes tableaux, puis dans tes chiffres, tes colonnes, ça a l'air mieux. Là. Mais sur le terrain, là, les familles, comment ils le vivent, ça n'a pas rapport. C'est pas comme ça qu'ils le vivent. C'est ça. Les autres, tu vois que les chiffres dans le tableau, on a une espèce de macro par-dessus tout ça. C'est juste comme, ben oui, mais c'est ça, il y a des lits. Oui, mais c'est ça. La réalité de déplacer de Sainte-Barbe à Vaudreuil, c'est une bonne trotte, là. Ouais, c'est ça. Puis eux, leur argument, c'est aussi de dire que il y a un enjeu de pénurie de main-d'œuvre. On en a parlé tantôt. Eux, c'est ça, un de leurs autres arguments, c'est qu'ici, ils font un gros centre à Vaudreuil, ça va être plus attrayant pour les professionnels. Puis, c'est vrai que c'est plus attrayant. Déjà, tous les gynécologues de Valleyfield s'en vont déjà à Vaudreuil parce qu'ils savent que ça s'en vient là. Fait que c'est vrai que c'est plus attrayant. Mais, je le comprends, mais je veux dire. Ça vide de l'autre bord. Ça vide de l'autre bord. Puis. C'est juste un jeu de déplacement de ressources, mais comme. Le jour où ce que Valleyfield va être consolidé, mettons, puis qu'on n'aura plus besoin d'envoyer le monde à Sainte-Justine, puis que ça soit solide, je veux dire, pensons à développer le même service ailleurs, puis développer un autre centre d'accouchement, mais déshabillons pas Paul pour habiller Jacques. C'est ça. Alors qu'on travaille si fort pour que Paul soit mieux habillé. Déjà, il manque des bottes l'hiver. Puis... Continuons de travailler à habiller Paul. Fait que là, tout le monde se concerte un peu. J'imagine qu'il y a plusieurs... Là, vous êtes là, le communautaire là, mais j'imagine que c'est un peu vous soutenez. C'est qui en fait qui est un peu derrière? Ça partit comment en fait? Ça se fait de mobilisation-là. C'est sûr que ça a fini par c'est sûr que le temps avançait, fait que ça a commencé par coller l'information. Puis là, la table de petite enfance à Valleyfield ont été mises au fait de ça à l'automne passé, en 2019. Puis là, comme un wake-up call. Quoi? Ça se peut pas qu'il ait fait ça. Puis là, la conseillère municipale Valleyfield a reçu une présentation aussi à peu près. France Chenaille a reçu à peu près une présentation, puis elle était insultée. C'est une dame qui a travaillé super fort dans la région et c'est elle qui a fondé Holo. Le programme Holo, ça vient de Valleyfield, puis Huntington, ce programme-là. Puis elle dit, ça ne peut pas qu'on ait travaillé si fort pour développer des services dans le coin, puis qu'on finisse par les perdre à cause d'enjeux de bureaucratique, techno-comptable. Mais fait que donc, les acteurs clés au départ, c'est la table petite enfance, c'est des groupes communautaires, puis des partenaires, puis la municipalité. Puis, c'est sûr que. Puis là, on a commencé à travailler. On a été stoppé pas mal avec la pandémie. Là, en mars, on a mis un arrêt à ça. Là, on a reparti ça fin juin, début août, puis pour lancer la pétition début septembre. Mais depuis, là,
l'adhésion est unanime. Là. Moi, j'ai jamais vu une alliance aussi transversale que ça. Ouais. Là. Le milieu syndical est avec nous autres, OK. le milieu patronal, la chambre de commerce est comme à back la démarche, les villes, l'UPA, le communautaire. Tu sais, j'ai jamais vu ça, là, de tout le monde qui marche main dans la main sur une même cause. Même les députés, dans le fond, ils nous écoutent puis ils disent ça n'a pas de bon sens, ils sont d'accord avec nous autres, les députés. Là. Ils travaillent là-dessus, puis c'est ça, c'est de faire front commun. Pour ça, ben. Je peux pas croire là, qu'ils ne revireront pas de bord. Là, tellement la levée de bouclier qui est universelle. Là, je peux pas y croire. Sachant qu'on a tout à Valleyfield pour avoir ça. Là, on a les qualifications, les installations sont là. Puis si ça manque un peu d'amour, parce qu'il n'y a pas assez de lits où c'est pas assez gros, mais investissons-le. Là, il n'y a rien qui explique qu'on déménage ça. Si on veut que ce soit le centre de la région de l'ouest de la Montérégie, mettons, là, ou même la Montérégie au complet, à la limite, là, mettons pas ça à l'autre bout, à Vaudreuil, là, ça n'a pas de bon sens. Plaçons-le un peu centralisé dans la Montérégie, puis mettons aussi ça où il y a le plus de besoins. On parle des... Oui, mais là, c'est ça, tu revenais avec la statistique. Il y a beaucoup de problèmes avec les natalités, les jeunes enfants. Là, petit poids, puis le taux de signalement à DPJ, puis tout ça. Là, centralisons les services aux endroits où ils en ont le plus besoin. On a une réponse le moment donné. OK, ouais, en pourcentage empirique, mettons, le nombre de personnes là, total, il y en a peut-être plus quand même à Vaudreuil, peut-être. Peut-être, là, les statistiques, c'est difficile à avoir là-dessus spécifiquement. Mais on parle d'égalité, d'équité entre les régions, mais là, si jamais il y a un retard en proportion dans Valleyfield ou dans Haut-Saint-Laurent, on peut-tu essayer d'équilibrer un peu les efforts et les ressources d'une région à l'autre? Mais tu vois, je m'emporte, là. Non, mais c'est correct. L'émission est là pour ça. On peut faire l'heure au complet là-dessus. On veut, si tu sens... Moi, je deviens comme le thérapeute. Là. Les gens de la région, si tu as besoin de parler, je suis là. Ça tombe bien parce que actuellement, là, on parlait d'épuisement tantôt. Les groupes, ils en ont besoin de ventiler. Fait que c'est super si tu peux en recevoir plusieurs comme ça. C'est une bonne affaire. Mais ça, tu le sens, l'épuisement de tes membres? Mais il devait y avoir un épuisement même avant la pandémie. Parce qu'on s'entend qu'il y a une grosse pression sur le communautaire depuis des années. Là, avec le sous-financement, puis tout ça, mais j'imagine que la pandémie, c'est l'espèce de coup que... Ben, tu sais, j'ai pas vu de vagues de congés de maladie, là, je vais être honnête, là, mais c'est plus dans les échanges, on sent qu'il y a de l'épuisement, puis il y a de l'usure aussi, d'adaptation, de l'usure c'est tous des gens passionnés. C'est pas des gens qui vont au travail là, en disant « Moi, je fais ma job de 8 à 4, puis je punch en rentrant, je punch en sortant. » Puis bon, dans le communautaire, c'est tous des gens qui ont ça sur le cœur, sur la main, puis qui y croient là, à leur cause. Puis ils sont... Surtout ceux qui sont vraiment dans l'aide directe aux gens, qui reçoivent quelqu'un qui t'en a besoin. Fait que là, c'est du contact direct, puis souvent, c'est comme qui tu veux aider vraiment. Là. Puis même dans les cas où c'est moins direct, je pense à, je n'ai pas d'exemple concret, là, mais par nature, un OBNL, c'est pas quelqu'un qui est là pour se faire du cash. Là. Non, mais mettons, on peut parler de moi, parce que même moi, je suis un bon exemple. Nous, on est un BNL, puis je ne suis pas directement, justement... moi, je pars d'ici, je pars pas avec des cas. J'ai vu quelqu'un qui filait pas, puis là, on n'arrivait pas à l'aider, puis là, ça, j'ai pas ça, mais moi, je suis comme là pour essayer de faire parler de ce qui se passe dans le coin, mais je le sens quand même, l'épuisement de... On n'est pas... c'est différent, là, c'est pas le même genre de... Mais on prend des financements aussi, puis c'est comme ça tourne comme... OK, puis je fais pas ça pour le salaire parce que je pourrais aller ailleurs à Montréal, mais ce que j'aime, c'est que je suis proche des gens, puis... Mais des fois, je suis comme, je voudrais en faire plus, je voudrais comme filmer plus, j'aimerais ça qu'on soit plus de monde pour... Parce qu'on a de la misère, des fois, à suffire. Votre membership, dans l'OBNL, le fait que c'est un OBNL, tout votre membership, c'est des gens qui croient à la science de l'information, toute la valeur ajoutée d'une information de qualité dans une région. Puis c'est des gens qui y croient fortement. Fait que toute votre mission, elle tourne autour de ça. Puis la pression de votre membership qui y croit aussi. Puis vous embarquez là-dedans. Puis là, dans un contexte de crise de pandémie,
votre rôle, l'information est encore plus important. Fait que ça met de la pression, malgré le fait que tu dis, effectivement, on n'est peut-être pas le bras dans le jus, ou on ne voit pas du sang tous les jours, puis c'est ça. Mais reste que le contexte vient plus épuisant encore, je pense, pour des gens qui travaillent dans des causes qui leur tiennent à cœur. Parce que tu croises des gens qui vont pas bien, puis que là, peut-être la pandémie accélère où ça fait qu'il y a plus de pression, il y a plus de monde, comme tu disais, surtout l'aide alimentaire, là, on a entendu parler, mais dans le coin ici aussi, énormément. Là. Mais fait que là, tu dis, OK, il y a encore plus de monde, mais tu veux aider. Mais souvent, c'est que c'est ça, tu peux t'épuiser rapidement si tu prends tout sur tes épaules parce que tu te dis, bon, on est comme puis le communautaire, c'est une expression qu'on dit souvent, mais peut-être que des fois, le public ne comprend pas, mais c'est réellement le dernier filet social. Souvent, quand les gens sont rendus là, c'est si le communautaire est comme pas capable de détenir, il n'y a personne en dessous. Là. C'est ça. Puis là, ben, les gens qui sont dans le communautaire, ils le savent aussi. Fait que, comme, ils vont vouloir en mettre beaucoup, mais en même temps, tu peux pas sauver l'humanité à des petites organisations. Non. Tu peux en faire beaucoup, là, mais tu sais, fait que c'est ça. Je pense que ça peut être l'épuisement peut venir de là aussi si tu te laisses trop affecter. Puis, tu sais, je te disais l'autre fois, tous les fonds d'urgence qui sortent actuellement, c'est tout super intéressant. Les appels à projets, le fonds d'urgence qui est à Centraide, le fonds de la MRC, c'est toutes des super initiatives, puis de l'air frais qui est intéressant, de ces encouragements, mais c'est tout ça implique beaucoup de bureaucratie. Veux pas, il faut que tu prennes le temps d'y réfléchir. Tu déposes un projet, tu rédiges ton affaire, alors que tu sais qu'en arrière, il y a du monde qui crée et qui ont besoin. Fait que toute cette charge bureaucratique-là, elle vient ajouter, dans le fond, c'est pour ça que les groupes se demandent souvent du financement à la mission. On a tellement de besoins sur le terrain. On peut tous se libérer de la bureaucratie, faire confiance à nos équipes professionnelles, puis on va faire. On a des membres qui nous disent comment investir notre argent, puis comment travailler. Faisons confiance à l'intelligence collective de notre membership pour bien dépenser l'argent qui est investi. Là. Ça, c'est une affaire qui me brûle, en fait, l'espèce de le financement à la mission. Parce que tu te dis déjà. On dépose, tu sais, faut un comptable regarde les états financiers, on dépose un truc, puis là, déjà, ça fait comme, ben, il n'y a pas eu de... Il n'y a pas de fraude. Il n'y a pas de fraude, il n'y a pas de malversation. OK, fait que, tu as vu, là, on n'a pas mal dépensé, puis ça, c'est correct, il faut le faire parce que c'est une belle preuve, puis après ça, mais là, il faut que tu fasses le projet, puis là, explique-moi tout, là. Mais notre mission, c'est d'aider, de faire ça, d'aider les gens, de faire on va faire ça. Puis si on est capable de débloquer d'autres fonds, on peut étendre, Mais là, pourquoi je te réexpliquerais, tu sais, à chaque année, tu sais, je vois ma boss faire les trucs, nous autres, c'est avec le ministère des Communications. Puis, mais à chaque année, c'est comme s'il faut qu'elle réexplique tout. C'est des pages et des pages et des pages et des pages, mais ça fait, je sais pas, ça doit faire comme 30 ans que la télé existe. Vous n'avez pas des dossiers comme... On n'a pas besoin de vous réexpliquer à chaque année on est qui. Tu envoies le truc, voici le bilan, les états financiers. Oui, on peut... Il faut qu'il y ait un minimum, là, mais de devoir tout réexpliquer, voici on est qui, puis qu'est-ce qu'on dit à faire, puis voyons, mais on perd du temps, là, c'est terrible. Oui, clairement. Mais en même temps, c'est juste... On pourrait changer le monde, là, mais oui, c'est ça. Mais en même temps, la CAQ, quand ils ont été élus, c'était une de leurs promesses, de dire on va faire plus de financement à la mission, puis on va essayer de limiter la bureaucratie, puis c'est sûr qu'il est arrivé la pandémie, là, mais ils ont l'intention, puis il y a tout un projet actuellement avec le ministre Boulet là, de réviser le plan d'action gouvernemental en action communautaire, puis c'est intéressant. Il y avait une belle ouverture là-dessus, fait que moi, je pense qu'il y a de l'espoir. Dans les prochaines années, là, on s'encourage pas mal. Là. Mais effectivement, là, il y a beaucoup de positifs là-dessus. Mais je pense que les gens, de plus en plus, on est dans une dynamique de... On veut voir les résultats. On veut le voir pour le croire. On veut avoir des preuves. Puis toute la gestion... les fusions, justement, la gestion réforme Barrette, toute la gestion Toyota, puis avoir tout pouvoir mesurer tout. Là. Ça a du bon, des fois, de mesurer, mais quand on travaille avec l'humain, des fois, ça se mesure pas avec une règle. Ça se mesure pas tout avec des chiffres non plus. Non, c'est ça.
Fait que c'est ça. C'est ça. Il faut laisser un peu de lousse pour être vraiment efficace, sinon on perd en efficacité au final. Là. Non, c'est ça. Puis les gens, puis c'est parce que c'est ma vision des trucs, mais tu sais, le communautaire vient souvent en aide à des gens bon, qui ont diverses problématiques, mais des gens qui vivent des fois souvent en marge, des problèmes de santé, problèmes de plein d'affaires qui ça coûte cher. Tu sais, si tu veux parler, parce que tu sais, des fois, il faut comme parler de chiffres là, avec des gens qui ne comprennent pas trop le communautaire ou des gens qui sont plus de droite, mais tu veux parler de chiffres, tu sais, si on aide des itinérants, puis on réussit à, premièrement, humainement les aider, mais après ça, qui retrouvent, tu sais, puis c'est pas donné à tout le monde, parce on s'entend qu'il y a des problèmes de santé mentale, mais tu sais, que s'il y en a certains qui reviennent à la société comme un bon travailleur et payer des taxes, là, mais il va te coûter vraiment moins cher que si tout le temps à l'hôpital, arrêté, il va en prison, va dire, tu sais. Fait que je suis comme, mais c'est économiquement, si tu veux parler, ça a du bon, là, tu sais. Ça se mesure pas toujours. Mais ça se mesure pas, mais tu sais. Puis d'autant que, tu sais, le communautaire, une des forces du communautaire, puis on a fait une exposition dernièrement à toutes les CDC au Québec ensemble sur, puis ça répondait un peu aux dernières stratégies fédérales en innovation sociale. Tu sais, on voulait faire valoir que le communautaire, mais on a une force d'innovation aussi. Tu sais, toutes les CLSC, les cliniques juridiques, l'aide juridique, les CPE, c'est toutes des initiatives qui découlent d'innovation communautaire. Tu sais, je suis pensé de même, les organismes communautaires, on a des membres qui se sont regroupés pour dire hey, là, il y a un problème pour telle affaire. On va réfléchir à une manière, on va créer des projets, on va créer un OBNL pour travailler ça, puis on va trouver des solutions. Des fois, les solutions ne marchent pas, mais des fois, ça fait des super révolutions. Tu sais, les CLSC, puis les CPE, puis l'aide juridique, c'est des révolutions dans notre communauté, au Québec, tu sais, qui viennent du communautaire. Mais quand on a les coups des franges pour innover avec un financement à la mission, mais ça se peut qu'une année, on se plante, puis on dit on a investi sur un projet, on essaye de faire de quoi, puis cette année, ce projet-là, ben, ça n'a pas porté fruit. C'était pas super rentable. On a essayé de quoi, mais l'autre année d'après, on peut dire hey, là, cette affaire-là, fait que c'est de la recherche. On investit, ils valorisent beaucoup d'investir dans la recherche, mais dans un sens, c'est une autre forme de recherche, mais active. Là, on est dans le terrain. C'est le terrain, on essaie de trouver des solutions, puis ça ne porte pas toujours fruit, mais l'innovation, c'est ça que ça coûte à un moment donné. Il faut prendre le temps. Puis, je trouve que c'est une autre façon d'expliquer que c'est pas toujours utile de tout mesurer. Si on innove, là, quand on réussit à trouver de quoi qui fait la grosse différence, ben, on va le voir, les résultats. Là, puis on va réussir à le démontrer. Là. Non, puis en même temps, quand on regarde la société, mais là, je sens que je dévie. Là. Mais tu sais, c'est parce que quand tu regardes, mettons, l'aide alimentaire, ben là, tranquillement, là, c'est plus juste du monde qui n'ont pas de job. Puis qui font rien. Là, il y a comme du monde qui ont des jobs. Des fois deux, mais c'est parce que là, le coût de la vie monte, les loyers, on n'en parle même pas. Puis ça, on en parle, on n'en parle pas. Ah, c'est correct, tu sais, ça peut être libre marché, l'immobilier. Ah ouais, ça augmente de 17 par année. Fait comme, OK, mais là, on ne peut plus se payer des appartements, là, ça n'a aucun sens. Mais tout ça met une pression, puis là, c'est tout. Ah ben là, les gens ont besoin d'aide. Puis les gens ont de plus en plus besoin d'aide. Il y a comme un wake-up call qu'il faut qu'il arrive, là, parce que les gens, on dirait qu'il y a des gens qui s'en rendent pas compte, mais ça va péter un moment donné. C'est sûr, ça continue dans cette tangente-là. Oui, puis quand ils parlent d'inégalité, c'est clairement ça. Le rythme auquel les riches s'enrichissent versus le rythme auquel la classe moyenne s'enrichisse, ça fait toujours un écart qui s'agrandit tout le temps dans les dernières années. Puis l'écart, l'enrichissement de la classe moyenne, si on veut, est quasiment plus un appauvrissement. C'est un appauvrissement au final, effectivement, par rapport au coût de la vie qui augmente. Je voyais des statistiques, là, je me souviens plus, là, mais qui comparaient qu'est-ce que ça coûtait acheter une maison, le coût des maisons il y a 30 ans. OK, ils gagnaient pas cher, puis ça coûtait cher une maison, mais tout le reste à côté coûtait pas cher non plus. Puis il y a comme le pourcentage de temps que ça prenait pour rembourser, c'était une autre affaire. L'accessibilité à la vie, le coût de la vie là, est vraiment pas facile là, actuellement pour les familles. Effectivement, comme tu dis, les travailleurs comme moyen de dépendance alimentaire maintenant. Puis,
Ça met la pression. Maintenant, on va parler de trucs plus positifs. On va revenir. Tu m'as parlé des soirées communautés virtuelles. Ouais, c'était hier soir, ça. Il y en a une hier soir. Est-ce que ça va quelque chose qui va revenir? Ben, on pense bien. Hier, c'était un beau succès. Là. On est les premiers au Québec, on m'a dit. J'ai pas fait cette vérification-là. Là. Mais à faire une soirée communautaire avec toute la communauté, puis on dit, bon, mais on fait juste rassembler le monde pour rassembler le monde. Puis de dire, il n'y a pas... ils nous disent de s'isoler chez nous, puis créer un moment, un lieu pour que les gens se retrouvent dans un contexte informel, puis où... qui n'est pas juste une table de concertation, qui n'est pas juste alors, il faut parler d'une problématique, c'est juste... Ah non, puis avant, il y avait les parcs, où il y avait des tam-tams sur le Mont-Royal. Tu as besoin de voir du monde. À la limite, tu as le restaurant, tu croises du monde. Mais là, actuellement, il n'y a plus cet espace-là pour croiser du monde à l'improviste. Tu es chanceux, en limite, si tu croises quelqu'un à la file d'attente pour acheter ton repas pour emporter. Là, mais non, c'est ça. Puis on trouvait ça important d'offrir c'est ça, ce lieu-là. Honnêtement, il n'y a pas eu beaucoup de monde, là, mais c'était une première. Là. On a développé le site web. Il y avait, chaque organisation avait sa salle Zoom. Là, puis il y avait, comme les gens pouvaient aller rejoindre les organisations. Puis il y avait un beau potentiel pour vrai là, de se rassembler autour d'un moment unique. Là, on a fait... la députée fédérale était avec nous autres. Puis on était soutenus par Mme Isabelle aussi, Claire Isabelle. Puis Mme de Bellefeuille était là, elle nous a soutenus aussi dans la démarche. Fait que c'était un beau projet là, de communauté. On était une quinzaine d'organisations présentes ce soir-là. Puis on a fait un concours de déguisement de classe. Fait que, juste de rassembler tout le monde autour d'un projet collectif. Moi, j'ai trouvé ça que c'était bien positif pour notre région, dans le contexte où on dit à tout le monde de s'isoler, tout le monde était un peu... Puis en plus, vous, c'est ça, c'est beaucoup, comme on dit, de petites municipalités qui sont déjà isolées. Oui. Ça, on parle de Sainte-Barbe, Dundee, c'est ça, tu sais, déjà, tu as des gens qui habitent loin des gens. Puis fait que c'est moins, moi, je sens peut-être moins à Montréal que, nous, on est très déjà axé, on va dans les parcs anyway l'été. Fait que là, cet été, on allait encore plus dans les parcs, mais tu sais, tu croises des gens quand même, c'est ça. Il y a moins cet isolement-là, parce qu'on est tellement de monde dans peu de place. Là. C'est justement ce que j'en avec une collègue hier soir qui disait ça. Là, moi, j'ai peut-être un terrain à Armstown, où j'ai peut-être un terrain. Le confinement, dans le fond, j'en souffre moins parce que j'ai juste à sortir de chez nous puis j'ai de l'espace. Tu peux faire jouer les enfants dehors, puis c'est facile à la limite. Là, mais en même temps, effectivement, le contre-coup, c'est peut-être plus d'isolement dans un autre sens. C'est pour ta cellule familiale parce que tu croises moins de monde dans ton day-to-day. OK. Il y a effectivement, il y avait un besoin, je pense, de se rassaler. On ne se comptera pas de mentir. Hier, on aurait pu rejoindre plus de monde. On a fait de quoi rapidement avec l'Halloween. On a essayé de bâtir ça. On aurait pu promouvoir davantage aussi. Là, mais l'initiative, là, tout le monde était unanime hier. C'était vraiment de quoi de prometteur là, pour une prochaine édition. Là. On n'a pas encore la date pour une prochaine édition, mais j'ai bien l'impression, là, probablement autour de Noël, justement, où encore les familles vont peut-être être isolées encore. Puis, ça, Noël, ça fait peur, je pense. Ouais. Je sais pas si les gens redoutent là, dans le communautaire ou dans les trucs d'aide, mais comme... Je sais pas si. Je sais pas ce qui va se passer là. C'est ça. C'est sûr qu'on essaie d'être le plus possible solidaire des mesures gouvernementales puis des consignes, là, mais quand on voit tous les contre-coups à côté, là, je pense qu'il va falloir commencer à se faire un sérieux examen de conscience aussi pour vraiment mesurer tous les impacts négatifs qu'ont eu cette crise-là puis ce confinement-là. Puis c'est sûr qu'on veut sauver le plus de vies possible, mais est-ce qu'on en perd aussi de l'autre bord en contre-coup parti? Je pense que ça serait important qu'il y ait des études, des analyses qui sortent pour qu'on puisse vraiment mesurer ça. Là. Comment ça s'en vient? Parce que chez Montréal, la semaine passée, ils ont justement parlé, là, la santé publique à Montréal était comme... ils ont fait des sondages, puis là, ils estimaient que c'était, mettons, dans les 18 à 35 ans, là, ça frôlait le 47 qui, évidemment, c'est pas... ils ne peuvent pas dire dépression, anxiété, là, mais ils présentaient des signes de dépression sévère ou d'anxiété généralisée face à ce qui se passe dans les derniers mois. Tu sais, OK, là, c'est énorme. Là. 47 c'est des jeunes. Là,
Parce qu'on est dans un monde connecté, qu'on est habitué de sortir, on fait ça, on va là, on peut tout faire, puis d'un coup, c'est comme clac. Ah oui. Ben, moi, le premier, là, tu sais, on vit beaucoup d'anxiété et de détresse par rapport à cette situation-là. Puis dans le réseau, j'en parlais, tu sais, on en voit beaucoup. Là. Moi, j'imagine même pas, tu sais, moi, je connais toutes ces ressources-là. Puis j'ai un travail qui me fait voir du monde aussi dans un sens. Tu sais, puis je dis, j'ai pas perdu ma job non plus. Fait que j'imagine des situations beaucoup plus anxiogènes que la mienne, tu sais, qui en tout cas, je peux imaginer facilement qu'il y a beaucoup de détresse qui se profile à l'horizon. Oui, c'est ça. Ouais, on va voir. C'est ça. Mais je veux pas. Je veux vraiment être solidaire du message, mais je pense que ça va être important de commencer à sortir des analyses et des études là, par rapport à ça. Oui, clairement. Là, parce qu'on le sent. Il y avait un article dans Le Devoir, c'est je ne sais plus, c'est un épidémiologiste, ou en tout cas, il parlait vraiment là, du taux R, là, qui est le taux de reproduction. Puis le but, c'est de le baisser en bas de 1. Là, clairement, là, on est à 1 parce qu'on est tout le temps comme 1000 cas, 1000 cas. Bon, ça descend, monte, mais on est, grosso modo, à 1000. Fait que là, c'est tout le temps comme, ça veut dire qu'on est à 1. Fait que une personne le donne à une. Fait que ça stabilise le plateau, mais... Sauf qu'il il parlait vraiment du fait que... Puis en même temps, je ne veux pas taper sur la tête du gouvernement parce que c'est énormément complexe, là, tout ça, mais c'est l'idée... Mais moi, ça m'a fâché un peu, là, on ferme les restos, tout ça, mais pas tant d'explications, juste comme, il faut faire ça. Comme là, il va falloir tranquillement commencer à donner des bonnes explications parce que tu vas perdre tranquillement les gens qui suivaient les trucs, puis vont faire comme, OK, mais... Dis-moi pourquoi, là, parce que, il sort les chiffres, là, je sais que Québec solidaire est un peu là-dessus les derniers jours, là, de avoir les avis de la santé publique, qu'est-ce qu'ils disent vraiment, puis qu'est-ce que vous faites, puis parce que là, il n'explique pas, on ferme le resto, OK, mais il n'y a pas d'éclosion là, parce que... mais je sais que potentiellement, ça peut déraper dans ces endroits-là, mais anyway. Il n'y a personne qui voudrait des culottes du gouvernement en ce moment. C'est clair que c'est pas une position facile, là, mais tu as raison qu'il y a beaucoup de questions qui se posent, puis il va falloir effectivement qu'il y ait des examens, puis des comparables, puis des analyses qui justifient le maintien de ces décisions-là, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de questions qui vont se poser. Oui, puis il y avait un expert en communication, à la première vague, il était comme... ça, c'est le bout facile de dire restez chez vous. C'est le bout-là qui est plus dur quand tu commences à fragmenter. Mais ça, c'est ouvert. Là, c'est là que tout le monde est comme OK, pourquoi moi? Pas lui? Puis là, tu n'expliques pas pourquoi. Là, c'est ça fâche. Là. Mais, intemporel comme podcast. Oui, intemporel. Ça va s'écouter bien dans plus tard. Pas de trouble là. Dans le fond, la Biennale, tu m'avais écrit Biennale de financement, on a-tu parlé, c'était ça? Parce qu'on a parlé de financement tantôt un peu. Là, mais on n'a pas parlé partout encore. OK, c'est ça. Non, c'est... à la CDC, on est bien gros dans la cellule de crise, puis dans tout ça, mais moi, je trouvais ça important qu'on continue aussi d'être proactif puis de proposer des choses. La soirée communauté, c'est une chose. On veut continuer qu'il y ait des actions. Puis nous, on avait sur le programme de faire une biennale. Biennale voulant dire aux 2 ans. On l'a appelé la biennale parce que je trouvais ça le fun de même. Mais c'est une formation, en fait, qui est là tous les 2 ans sur le financement des OBNL. Fait qu'on organise ça. Ça commence mardi prochain, d'ailleurs. Là, puis ça va être tous les mardis matin de novembre. Puis c'est des formations, là, à l'origine, c'était prévu pour être à l'hôtel Plaza à Valleyfield. Mais là, on s'est réorganisé. Mais ça va être en virtuel. On va faire avec une compagnie québécoise qui s'appelle Eluxi, là, qui est un peu un équivalent de Zoom, mais québécois. Puis qui vont nous organiser, qui est tout l'accueil, l'orchestration des ateliers de formation. Il y a 3-4 ateliers en parallèle tout le temps. Les gens ont choisi leur atelier, l'offre de formation. Puis un beau partenariat avec le ministère des Affaires municipales, avec Desjardins qui nous accompagne là-dedans aussi. Là. Fait que c'est vraiment intéressant comme projet. On a aussi des collaborations avec le Pôle en économie sociale qui nous soutient financièrement aussi, les 3, dans le fond. Puis on a déjà 75 inscriptions. Mais là, quand tu as dit les 3, c'était qui?
Ben, le ministère des Affaires municipales. OK. Desjardins. Desjardins, OK. puis le pôle en économie sociale, c'est comme 3 commanditaires, partenaires là, de l'événement. Puis on aura déjà recruté 75 gestionnaires d'OBNL qui vont venir participer à ces formations-là à travers le Québec, là, de Matane, pas de Matane, mais de la Côte-Nord à la Abitibi, qui sont inscrits à notre événement. Puis ouais, c'est vraiment, vraiment excitant. Là. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais des belles conférences. On a Guillaume Lavoie, Pierre Lavoie qui vient faire des conférences. On a des conférences sur les commandites, sur les obligations communautaires. Il y a plein d'outils, des stratégies qui viennent outiller les groupes pour aller chercher plus de financement autonome. Puis finalement, il y a aussi des ateliers qui vont, comment justement, dans le contexte de la pandémie, comment s'ajuster dans nos stratégies de financement. Là, parce qu'évidemment, là, ça va avoir des répercussions à long terme, tout ça. Là, ça devient préoccupant. Fait que, si on veut maintenir la capacité d'agir, puis garder une certaine autonomie aussi financière par rapport aux aléas politiques budgétaires. C'est ça. C'est important le financement de la mission, il faut le maintenir, mais si on peut trouver aussi des stratégies pour bonifier notre financement de façon autonome, c'est intéressant aussi. Là. Fait que, c'est là-dessus qu'on travaille prochaine. On a vraiment, vraiment hâte. Là. Ça va être notre 3e édition, là, biennale, ça fait quand même 3 fois qu'on le fait. Là. Puis un beau projet qui s'en vient, c'est le fun. Cool. Ouais, fait que, ben, de toute façon, là, nous autres, on est diffusé la 1er de novembre. Fait que on va peut-être avoir vu ou pas. Oh, oui. Puis, je vais peut-être finir avec la semaine. On a encore du temps, mais c'est la semaine de visibilité à ACA, c'est quoi ça? Ben, ça, c'était la semaine passée, en fait. Mais chaque année, dans le fond, là, on fait justement, c'est une semaine nationale pour juste reconnaître le travail de l'action communautaire. On l'a dit depuis tantôt, dans le fond, là, mais c'est une semaine qui vise à reconnaître la valeur ajoutée de ce réseau-là à la communauté. Il y a des sondages, plusieurs sondages qui disent que c'est important là, de reconnaître ce mouvement-là. Puis c'est méconnu, bien qu'on le veuille pas trop. On travaille fort pour faire connaître ça. C'est un modèle qui est unique au monde, là, les OBNL, comme on le fait au Québec, puis les actions communautaires. Puis on a une force au Québec là, qui inspire beaucoup de pays. Là, la France nous regarde. Puis, j'ai jamais pensé à ça comme. J'ai jamais pensé à ça. Il n'y avait pas de. Qu'il n'y en avait pas ailleurs quand. Tu sais que le chantier de l'économie sociale, dans le fond, dans certaines écoles de pensée, l'économie sociale, ça inclut aussi l'action communautaire, mais d'avoir tout un système économique, un 3e pan économique, il y a le privé, il y a le public, mais il y a aussi tout ce qui est économie sociale. Puis là-dedans, moi, genre le communautaire dans un certain sens, parce que c'est tous des OBNL qui contribuent à l'offre de services, à tout au déploiement de la qualité de vie de la communauté. Puis ça fait en sorte que ben, il y a une prise en charge aussi de la communauté de ce service. Puis moi, j'aime aussi dire que c'est aussi une école de la démocratie, dans un contexte où les gens ils voient beaucoup de cynisme envers la politique, tout ça, là, puis le journalisme, tout ça. Je suis coupable de beaucoup de cynisme, mais reste que envers tout le modèle démocratique, ben, les milieux communautaires, c'est toute une opportunité de faire jouer son rôle citoyen, puis de contribuer à la démocratie, de parler, de changer les choses à petite échelle, puis d'avoir un pouvoir aussi sur sa vie, sur sa communauté. Fait que ça, c'est vraiment précieux. Mais de le voir aussi plus précisément, parce que tu sais, des fois, la politique aussi, puis le cynisme peut-être qui vient, c'est quand on regarde vraiment les paliers vraiment plus gros. Ouais. Et plus c'est gros, moins tu as l'impression que mais ta voix a comme pas rapport dans quand c'est plus gros, mais là, tu te dis, ben là, je m'implique dans un organisme. Tu sais, s'il y a un problème dans ma communauté, dans mon village, dans mon coin, puis on se met ensemble, là, qu'on fait ça, puis tu as l'impression de, ben j'ai agi, puis cette action-là paraît, tu sais, rapidement. Parce que je veux pas, plus tu montes de palier. Quand tu arrives au fédéral, c'est plus des grandes questions, comme qui sont pas tant dans le day-to-day. Fait que c'est sûr que c'est moins. Et où ma place dans tout ça? Oui, puis des fois, le fait que ce soit aux 4 ans, puis que ce soit des élections nominatives, que on nomme quelqu'un, puis après ça, des fois, on a l'impression qu'on se détache, mais la démocratie, en théorie, il y a toujours le temps de faire exprimer sa voix, puis de toujours influencer les politiques. Les sondages, c'est une chose, mais si on veut alimenter les sondages, des fois, il faut amener les questions à l'ordre du jour pour que le sondage s'intéresse à une question. C'est important que
c'est ça, de faire vivre son rôle citoyen. Puis les groupes communautaires, je trouve que ça peut jouer ce rôle-là de faire vivre la démocratie entre chacune des élections. Là, c'est vraiment riche. Non, mais ça, moi, je suis vraiment là-dedans parce que là, quand là, je dévie, mais moi, j'ai pas voté à la dernière élection fédérale, puis je suis en mode, j'ai plus envie de voter. Ah ouais. Puis le monde s'en dit, mais là, si tu votes pas, t'as pas le droit de chialer, mais c'est comme, mais c'est pas que j'ai envie de chialer, mais c'est parce que c'est ça, le reste du 4 ans, il se passe des affaires. C'est pas juste, j'ai voté. Là, ah ouais. Non, faut pas que ça te déresponsabilise par ailleurs voter. C'est beau voter, mais faut pas que ça te déresponsabilise le reste de la. Du 4 ans, c'est ça. Ils sont là, ils font ça, ils font tout croche. Mais oui, c'est parce que c'est comme. Qu'est-ce que tu veux? Ça se passe à tous les jours, là. Tu sais, c'est. Fait que j'étais un peu là-dedans. J'ai plus envie de voter. Ouais. En fait, tant que ce sera pas le vote proportionnel. Ah ouais. Parce que à un moment donné, je réalise que je vais là, puis mon vote ne change jamais rien. Mais là, on rentre dans je peux essayer de te convaincre, là, mais... non, mais de toute façon, j'avais reçu Anne Quash avant la COVID, puis on a eu ce débat-là. Ça l'a piqué au vif quand j'ai dit que j'ai pas voté. Ça doit, hein? Mais j'étais comme... avant l'élection, on savait que c'était minoritaire libéral, puis ça finit libéral minoritaire. J'ai pas voté, ça n'a rien changé. Puis si j'avais voté, ça n'a rien changé. Ouais. Parce que dans le comté où je suis, c'était clairement libéral. Puis c'est ça. Fait que mon vote n'aurait rien changé. La différence entre le libéral et le parti, j'aurais voté probablement NPD, était tellement grande que mon vote ne changeait rien. Mais ça, c'est un peu triste. Je sais qu'il y a le financement des partis par vote. Là, ça a été changé. Le jour où ça finançait les partis de voter, ça, c'était comme un argument. Là, mais effectivement, ça vient d'enlever un intérêt de voter dans un sens. Là, mais en même temps... Mais moi, j'aime mieux, c'est ça, que ce qu'on parle le plus d'implication sociale, de faire comme c'est le même que je vais faire partie de... Ma démocratie se passe là-dedans, parce que sinon... Puis ça permet, moi, je trouve que ça permet de stimuler l'émergence d'idées, puis des passions politiques aussi, dans un sens. Puis moi, je fais le pari que il y a beaucoup de milieux, beaucoup de politiciens qui viennent du communautaire, malgré tout. Là, puis si on structure cette force, cette communauté-là, ben, on va peut-être voir l'émergence de personnalités riches qui vont vouloir, stimuler de la passion, puis stimuler aussi des idées nouvelles qui vont générer beaucoup de positivisme avec le. Moi, je pense qu'il faut que si on a un réseau communautaire fort, mais ça peut avoir ça comme retombée à long terme aussi, que les jeunes s'impliquent, les jeunes voient ça. C'est un défi. Il faut qu'on ait les coups des franges pour pouvoir mobiliser des jeunes et avoir les ressources pour aller les chercher où ils sont. Puis ça, c'est un effort, là, mais c'est un beau potentiel. Ouais, ben regarde, je pense qu'on va finir là-dessus. T'as fait une belle finale positive. On va finir sur du positif avant que je m'emporte, que je fasse que tout ça va. Déjà? Ah ouais, ça va vite. Tu reviendras. Comme je dis à tout le monde, vous reviendrez. C'est bon. On s'en prendra. Mais merci beaucoup. Ça fait plaisir.